Dans ce que j'ai lu rapidement, vous avez pu voir qu'il y avait une expression qui pouvait vous choquer parce qu'il y avait avant des textes de répression, mais tout est souvent, quand on combat les racistes, tout est souvent dans le détail, dans leur capacité à détourner, y compris les textes de loi. Et pour échapper à ce qui pouvait entraîner des difficultés, ils n'attaquaient pas les gens directement, ils les accusaient de ne pas être quelque chose. Il y avait les non-chrétiens, les non-blancs, les non-français. Et en fait, dans l'ancien texte, on a été obligé de mettre à la loi la non-appartenance à pour pouvoir réprimer cette racisme. C'est une loi qui réprime la diffamation et l'injure raciale. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Je ne vais pas là non plus me lancer dans un cours de droit, mais dans un exemple qui est plus explicite. L'expression « les Arabes sont des voleurs », c'est une diffamation puisqu'elle comporte l'imputation d'un fait précis attaché à un groupe de personnes en raison de sa race ou de sa nationalité. Donc, quand vous dites les Arabes sont des voleurs, vous avez là une discrimination. Lorsque vous dites sale pipeau, à ce moment-là, vous êtes sur le terrain de l'injure raciale, puisqu'il s'agit d'un terme méprisant, sans imputation précise, mais visant une personne à raison de son origine. Et donc, c'est les deux grandes formes de répression. Deux nouvelles infractions sont créées qui donc répriment les actes racistes. La discrimination raciale, et puis le fait que la loi, au moment de la loi de 72, il y a une coquille dans la loi, enfin, il y a une difficulté qu'il faut citer, c'est que elle comporte une phrase, d'une certaine façon, elle exonère les gens lorsqu'il y a un motif légitime. Dans la loi de 72, il y a cette formulation qui est une formulation un peu particulière, dont on va voir qu'elle va être ensuite. Et puis, la grande innovation, c'est que le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République, à partir de cette loi, n'a plus tout seul l'initiative des poursuites, puisque ce droit est reconnu aux associations déclarées depuis au moins 5 ans et qui ont pour objet la lutte contre le racisme. Ça veut dire que les associations peuvent déposer plainte, mais aussi citer directement devant les tribunaux correctionnels les présumés. Alors, ça a l'air de rien, mais le parquet et les procureurs sont dépendants du pouvoir politique. Donc quand vous créez une infraction, s'il n'y a que le pouvoir, enfin, ceux qui sont dépendants du pouvoir politique qui peuvent mettre en œuvre cette répression, évidemment, du point de vue des libertés collectives, le gain n'est pas tout à fait extraordinaire. Et donc il y a dans le texte à la fois le contenu, les nouvelles incriminations, mais il y a surtout cette ouverture qui est faite pour qu'on puisse saisir directement le parquet. La loi Pleven, puisqu'on l'appelle comme ça, comporte aussi une disposition qui n'est pas souvent citée, mais qui est importante par rapport à l'histoire, au débat de l'époque, et qui complète la loi du 10 janvier 1936, qui était la loi 1936, je ne refais pas l'histoire, le contexte. C'est une loi qui avait été prise à l'époque pour permettre la dissolution des groupes de combat et des milices privées. C'était donc la loi faite sous le Front populaire pour combattre les milices qui s'opposaient au Front populaire. Et dans la loi Pleven, il y a une disposition qui s'appuie sur cette loi et qui permet la dissolution, qui devient donc possible,
discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, soit celle qui propagerait des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. Il y a donc ce dispositif de la possibilité, c'est un pouvoir propre d'ailleurs par décret du président de la République, mais la possibilité d'avoir cette dissolution pour ces motifs-là à partir de ce cadre modifié. Alors, ça c'est le cadre de la loi de 72, elle va être modifiée parce qu'il y a des exigences juridiques, des difficultés, et puis parce que le débat dans la société va s'élargir à d'autres questions ou à d'autres pratiques. L'une des modifications importantes, et j'ai déjà cité cette difficulté, c'est une loi du 13 juillet 1983, puisque on va supprimer à ce moment-là cette possibilité un peu choquante qui figurait dans la loi de 1972 d'exonérer l'auteur d'une discrimination raciale pour motif légitime. On a beau s'interroger sur ce que pouvait être un motif légitime, très honnêtement, c'était pas la meilleure partie de la loi de 72. Donc en 1983, on a supprimé évidemment cette slogan-là. En 1985, on a ajouté la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, pas simplement dans le cadre de la procédure dont je vous ai parlé, procédure particulière qui s'appuie sur la loi de 1881 sur la presse, mais la possibilité de se constituer partie civile dans des affaires dites de droit commun, de meurtre, d'assassinat, d'empoisonnement, d'actes de barbarie, enfin toute une série de crimes, notamment de crimes de sang très importants, lorsque ces faits ont été motivés pour des raisons qui tiennent à l'origine de la victime. Les principales modifications suivantes se retrouvent dans la rédaction du nouveau code pénal. Là aussi c'est important parce que ce n'est pas une modification qui est faite uniquement sur le terrain de notre réflexion de ce soir, mais c'est une modification qui fait qu'on va pouvoir punir pénalement les personnes morales. C'est-à-dire que des écrits qui sont faits sous le couvert d'une association sans personne physique derrière, ou d'une entreprise, ou de quelqu'un qui constitue une personne morale, vous pouviez les poursuivre civilement, mais vous ne pouviez pas condamner une personne morale à une amende, puisque ça n'existait pas. À partir de cette date-là, c'est une réforme qui est beaucoup plus générale, mais qui correspond aussi à notre champ d'interrogation. Et puis dans les lois Auroux, qui traitent du droit du travail, on va avoir aussi toute une série de modifications concernant les sanctions disciplinaires ou le licenciement des salariés, toujours en raison de l'origine, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race. Même chose pour le droit spécifique en matière de droit du travail, pour les lois particulières sur les fonctionnaires de 1980. La question qui se pose, c'est que on a ce texte de loi, qui va évoluer, je vais aller le plus rapidement possible, et en même temps, la société va faire apparaître sur le terrain de la discrimination d'autres formes de discrimination qui vont amener le législateur à modifier ou à changer les possibilités d'intervention. D'abord, il y a des règles de procédure. Je reste pour l'instant sur le monde du travail, parce que lorsque dans les lois Auroux, on a dit évidemment c'est sanctionnable, il y a une décision disciplinaire de licenciement, c'est-à-dire normalement liée au travail, qui sont en réalité liées à des qualités propres de la personne, pour son appartenance ethnique, religieuse. Une fois qu'on avait dit ça, les praticiens, certains savent que j'étais, pouvaient
faire l'expérience que c'était quasiment la preuve impossible, parce que comment aller dire, d'accord, vous m'avez licencié en disant que je faisais mal mon boulot, mais en réalité, c'est parce que j'appartiens à telle ou telle origine. Les décisions ont été rares. Et là va intervenir une modification très importante en 2001, c'est ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que lorsque un salarié pense, vit qu'il a été licencié pour ces raisons-là, mais pas pour les raisons que l'employeur donne, alors devant la juridiction, c'est à l'employeur de faire la preuve qu'il ne l'a pas fait pour ces raisons-là, mais pour d'autres raisons. Et c'est extrêmement important parce que c'est à partir de là, effectivement, non seulement sur la question du racisme, mais sur d'autres questions qui tiennent aux discriminations, que les choses ont pu avancer. Parlant devant une assemblée organisée par le BRAC, je dois citer la loi du 31 mars 2006, puisque dans cette loi, on a une base légale qui est donnée pour ce que l'on appelle le testing à l'improviste, c'est-à-dire la possibilité justement de mettre en œuvre des moyens de preuve pour voir si, je vais donner l'exemple, puisque ça a été souvent ce cas, à l'entrée de tel ou tel établissement de nuit, il n'y a pas une sélection qui se faisait sur l'apparence des gens plutôt que sur le nombre de ceux qu'on pouvait faire rentrer ou pas. Et donc il fallait de ce point de vue-là avoir un cadre légal, et ça a été fait dans la loi de mars 2006. Il reste aujourd'hui beaucoup de questions qui sont à la fois des questions juridiques et parfois des questions politiques. Les questions juridiques sont parfois compliquées, mais je veux les citer parce que dans ce que l'on peut faire avancer aujourd'hui, elles sont peut-être en première ligne. D'abord, l'essentiel des actions qui sont ouvertes aujourd'hui sont, je dirais, entre guillemets, enfermées dans la loi de la presse, sur la presse. La loi sur la presse, c'est une loi qui contient des exigences en matière de procédure qui sont tout à fait redoutables et dont on peut se demander si elles sont totalement légitimes quand il s'agit de punir de tels délits. Et puis, conséquence qui n'est pas souvent citée, mais ça n'est pas rien, comme on est justement sur ce droit particulier, il n'y a pas de possibilité de requalification des faits. Ça veut dire que, normalement, quand vous portez plainte pour quelque chose, si le juge pense que les faits sont établis, mais qu'en réalité vous vous êtes trompé de qualification juridique, il va requalifier. Comme on est dans le droit de la presse, si vous vous trompez au départ, vous n'avez pratiquement pas de possibilité de faire requalifier. Je ne suis pas sûr que l'on puisse vivre avec ces contraintes juridiques